Et si l'un des plus grands vols des temps modernes n'avait pas eu lieu dans l'obscurité, mais en plein jour, sous les yeux du public, pendant 30 ans, le Burkina Faso a été perçu comme un pays pauvre, ses ressources naturelles exploitées par d'autres nations. Pourtant, sous la surface, un secret attendait de bouleverser l'ordre établi. Ibrahim Traoré, l'homme qui allait réécrire l'histoire du pays, s'est levé pour non seulement récupérer les ressources naturelles, mais aussi pour ramener la justice dans un monde injuste. Ibrahim Traoré, un homme du peuple, a fait une promesse forte à son pays, redonner au Burkina Faso sa dignité et mettre fin à l'exploitation de ses ressources naturelles. Sa lutte allait au-delà de la simple récupération des minéraux. Elle représentait une quête pour la souveraineté, l'autonomie et la justice pour un peuple longtemps privé de son pouvoir. En affrontant les puissances internationales et leurs intérêts bien ancrés, Traoré devait aussi convaincre son propre peuple que ce combat n'était pas qu'une bataille politique, mais une lutte pour un avenir meilleur. Les enjeux étaient colossaux. Un échec signifierait l'éternité d'un cycle d'exploitation coloniale, mais la réussite offrirait une chance de redéfinir l'avenir de la nation. La résistance face aux multinationales et aux gouvernements occidentaux était inévitable. Mais Traoré et ses alliés étaient prêts à tout pour obtenir ce qu'ils croyaient être juste. Ce moment historique n'était pas seulement une révolte contre les injustices passées, mais une réaffirmation du droit du peuple burkinabé à décider de son avenir. Le Burkina Faso, un petit pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, a longtemps souffert d'une exploitation économique injuste. Ses ressources naturelles, en particulier les l'or, étaient abondantes, mais ces richesses ne profitaient ni à la population locale ni à l'État. Les contrats miniers signés avec des entreprises étrangères ont laissé le pays dans une pauvreté extrême, alors que des milliards de dollars d'or étaient extraits chaque année. Mais tout cela allait changer avec l'émergence d'un homme déterminé, Ibrahim Traoré. Ancien professeur et leader militaire, il devint président du Burkina Faso et lança une campagne audacieuse pour renégocier ses contrats et rendre justice à son peuple. Le tournant décisif se produisit dans un hôtel à Ouagadougou où une ancienne enseignante, nommée Aïcha Dembélé, armée d'un dossier jaune contenant des preuves irréfutables, renversa la situation. Ce dossier exposait les Akonshnekene, les accords miniers truqués qui avaient permis aux multinationales de piller les ressources naturelles du Burkina Faso depuis des décennies. Avec l'aide de Traoré, elle rendit ces documents publics, provoquant une onde de choc à l'échelle nationale et internationale. Ce fut un acte de défi, un symbole du retour à la souveraineté. Les puissances coloniales et les grandes entreprises minières, qui avaient profité de cette exploitation, ont réagi rapidement, lançant des menaces et des pressions diplomatiques contre le gouvernement de Traoré. Cependant, Traoré ne se laissa pas intimider. Il savait que le peuple burkinabé, fatigué d'une vie de souffrance, soutiendrait sa lutte pour un avenir plus équitable. Le monde entier observait, et les enjeux étaient clairs. La lutte de Traoré n'était pas seulement un combat pour les ressources, mais une bataille pour la dignité et la souveraineté du Burkina Faso. Ibrahim Traoré n'était pas seulement un militaire ou un dirigeant politique, mais un homme du peuple, enraciné dans la réalité quotidienne de la souffrance burkinabé. Avant de devenir président, il était un professeur militaire passionné, croyant fermement que le Burkina Faso, malgré ses difficultés, pouvait se relever. Cette conviction inébranlable a été au cœur de son leadership. Dès son arrivée au pouvoir, il a fait la promesse de rendre à son peuple ce qui lui appartenait de droit, les ressources naturelles du pays. Mais pour ce faire, il a dû se confronter à un système mondial d'exploitation économique qui était bien plus puissant que lui. Les multinationales et les gouvernements étrangers avaient des décennies d'influence sur le pays et n'étaient pas prêts à abandonner facilement leurs profits. Traoré n'a pas hésité à affronter ces géants économiques, malgré les menaces qui planaient sur lui et son gouvernement. Le premier impact de sa politique a été une forte mobilisation interne. Le peuple burkinabé, qui avait longtemps été oppressé par des conditions de vie difficiles, a commencé à se rallier à sa cause. Les manifestations en soutien à Traoré se sont multipliées dans les rues de Ouagadougou, marquant un changement radical dans l'attitude du peuple envers son gouvernement. Il ne s'agissait plus simplement d'un homme au pouvoir, mais d'un leader symbolique d'une révolution économique et sociale. Les premiers signes de soutien international ont également émergé, notamment en Afrique. Des pays voisins ont commencé à exprimer leur solidarité avec le Burkina Faso, voyant dans cette résistance un modèle pour les nations africaines longtemps soumises à l'exploitation des puissances étrangères.
Le combat de Traoré pour la souveraineté du Burkina Faso a débuté par un acte de défi. En dévoilant les contrats miniers frauduleux, il a provoqué une réaction immédiate et violente des puissances étrangères. Les grandes entreprises minières qui exploitaient les ressources du pays ont rapidement intensifié leur pression. Elles ont commencé à boycotter les projets locaux, tout en menaçant de retirer leurs investissements, ce qui aurait un impact majeur sur l'économie burkinabé. Les gouvernements occidentaux ont suivi en imposant des sanctions diplomatiques et économiques pour isoler le pays sur la scène internationale. Mais Traoré et son équipe n'ont pas fléchi. Ils ont plutôt intensifié leur résistance. Le peuple burkinabé a montré une solidarité sans précédent. Des manifestations ont éclaté dans tout le pays, tandis que de plus en plus de groupes de la société civile se sont joints au mouvement. La mobilisation interne a pris de l'ampleur et chaque avancée dans la lutte pour la souveraineté économique a renforcé le moral du peuple. Les travailleurs, les étudiants et même les agriculteurs se sont rassemblés pour soutenir le gouvernement. Ce mouvement populaire a transformé la lutte politique en une révolution sociale. À l'international, la situation a commencé à changer. Les pays africains, longtemps divisés, ont vu dans l'action de Traoré un exemple de résistance contre l'exploitation néocoloniale. Des voix se sont élevées pour soutenir le Burkina Faso, ce qui a fait pression sur les puissances étrangères pour qu'elles reconsidèrent leur position. Cette solidarité a été renforcée par l'Organisation de l'Unité africaine, OUE, qui a appelé à une réévaluation des relations économiques avec les anciens colonisateurs. L'un des moments marquants de ce processus a été la révélation de l'ampleur de l'exploitation des ressources minières du pays. Les chiffres ont été accablants. Des milliards de dollars d'or avaient été extraits sans que le Burkina Faso ne bénéficie de presque rien en retour. Selon les estimations, environ 88% des profits générés par l'exploitation minière étaient captés par les entreprises étrangères, laissant à peine 2% des bénéfices aux autorités locales. Cette information a choqué la nation et galvanisé la lutte pour une redistribution équitable des ressources. Les pressions internationales se sont intensifiées, mais Traoré a gardé une position ferme. Les sanctions économiques ont eu un impact direct sur l'économie du Burkina Faso, et plusieurs secteurs ont été gravement touchés. Mais le gouvernement n'a pas cédé. Au contraire, il a mis en place des mesures pour soutenir l'économie nationale et réduire sa dépendance à l'égard des multinationales. Des projets d'infrastructure ont été lancés pour compenser les pertes dans le secteur minier, tandis que l'agriculture a reçu un soutien accru. L'objectif était de rendre le pays plus autonome et de bâtir une économie plus diversifiée, loin de la dépendance aux ressources naturelles exploitées par des acteurs étrangers. Au fil des mois, les effets de ces mesures ont commencé à se faire sentir. L'économie burkinabé a montré des signes de stabilisation et le peuple, qui avait longtemps vécu dans l'ombre des grandes puissances, a commencé à voir une lumière d'espoir. Ce tournant dans l'histoire du pays n'a pas seulement été marqué par une révolte contre l'exploitation, mais par une volonté collective de réécrire les règles économiques. Les premières données qui ont circulé concernant l'exploitation minière au Burkina Faso ont révélé l'ampleur du désastre économique subi par le pays. Selon les rapports d'analyse, plus de 50 milliards de dollars d'or avaient quitté le sol burkinabé au cours des 3 dernières décennies sans que le pays n'en bénéficie de manière significative. Ces données ont été accompagnées d'une analyse détaillée montrant que les entreprises minières étrangères se sont accaparées environ 88% des profits générés par l'extraction de l'or, ne laissant qu'une infime partie pour le gouvernement burkinabé et la population locale. Mais les chiffres ne s'arrêtaient pas là. Une étude menée par un organisme international indépendant a révélé que pendant cette période, les exportations du pays ont chuté de 30%, non pas en raison d'une baisse de la production, mais à cause des termes désavantageux des accords miniers. Le Burkina Faso, riche en ressources naturelles, s'est retrouvé avec un PIB stagné et un secteur minier incapable de stimuler une croissance économique durable pour la nation. Les bénéfices extraits ne se sont jamais traduits en infrastructures ou en investissements locaux. L'un des aspects les plus frappants de cette exploitation était l'impact sur l'emploi local. Bien que les multinationales aient prétendu que l'exploitation minière générait des emplois, les statistiques ont révélé que seuls environ 4% des postes étaient occupés par des travailleurs burkinabés. Le reste des emplois étaient occupés par des travailleurs étrangers, souvent mieux rémunérés, tandis que les habitants du pays étaient relégués à des emplois précaires et mal rémunérés. Cette situation a révélé l'un des aspects les plus injustes des contrats miniers, où la population locale était non seulement sous-payée, mais également privée de la possibilité d'améliorer ses conditions de vie.
En réponse à cette situation, le gouvernement de Traoré a commencé à publier des chiffres plus détaillés sur l'exploitation des ressources du pays. Ces chiffres ont été renforcés par des rapports de l'ONU qui ont validé les accusations portées contre les multinationales. Un rapport de l'ONU a mis en lumière l'ampleur de la fraude fiscale dont les entreprises avaient bénéficié, avec des réductions fiscales exorbitantes et des subventions qui ont privé le pays de milliards de dollars en recettes fiscales. Les entreprises minières ont également été accusées de contourner les réglementations environnementales et sociales, privant ainsi les communautés locales des bénéfices de ces activités. Les révélations ont eu un effet immédiat sur l'opinion publique. À l'intérieur du Burkina Faso, la colère s'est intensifiée et a entraîné une mobilisation massive pour soutenir le gouvernement de Traoré. À l'international, ces chiffres ont également attiré l'attention des organisations non gouvernementales et des acteurs politiques qui ont commencé à mettre la pression sur les puissances occidentales et les multinationales pour qu'elles revoient leurs accords et leurs politiques d'exploitation des ressources en Afrique. L'impact de ces chiffres ne s'est pas limité à l'économie et à l'opinion publique, mais a aussi eu des répercussions politiques majeures. Ils ont renforcé la position de Traoré sur la scène internationale et lui ont permis de convaincre de plus en plus de pays africains que l'exploitation des ressources naturelles devait profiter en priorité aux populations locales et non à des intérêts étrangers. La bataille pour la souveraineté des ressources naturelles du Burkina Faso a donné lieu à des arguments opposés, chacun avec ses propres justifications. D'un côté, Ibrahim Traoré et ses partisans soutiennent que les contrats miniers conclus avec les multinationales étaient un outil de domination néocoloniale. Selon eux, ces accords n'avaient jamais été en faveur du développement économique local. Au contraire, ils ont permis aux puissances étrangères de piller les ressources naturelles du pays tout en maintenant la population dans une pauvreté systématique. Traoré et ses alliés affirment que ces contrats étaient des exemples parfaits d'exploitation économique déguisée, où le pays était privé des profits générés par ses propres ressources, tout en étant obligé de supporter les conséquences de l'exploitation écologique et sociale. La justice, selon cette perspective, n'était pas seulement une question de révision des contrats, mais un moyen de réparer un tort historique et de restaurer la dignité du peuple burkinabé. De l'autre côté, les défenseurs des multinationales et certains gouvernements occidentaux soutiennent que ces contrats ont été essentiels pour le développement économique du Burkina Faso. Selon eux, l'exploitation minière, bien que déséquilibrée, a permis au pays d'attirer des investissements étrangers nécessaires pour stimuler son économie. Les grandes entreprises minières apportaient des investissements en infrastructures, en gestion des ressources et en expertise technique, contribuant ainsi indirectement au développement du pays. Bien que ces bénéfices aient été partagés de manière inégale, ces défenseurs affirment que l'Afrique, et en particulier le Burkina Faso, aurait souffert encore plus sans ces investissements étrangers qui ont facilité la croissance des secteurs économiques comme l'infrastructure et la création d'emplois, même si ces derniers étaient souvent précaires. Mais les faits sont là, l'argument des multinationales semble de plus en plus fragilisé par les preuves. La réalité sur le terrain montre que les promesses de prospérité n'ont jamais été tenues. Les grandes entreprises ont profité de subventions fiscales, ont contourné les réglementations sociales et environnementales, et ont quitté le pays sans jamais réinvestir suffisamment pour le développement local. En revanche, Traoré, soutenu par des chiffres et des preuves irréfutables, a défendu la nécessité d'une répartition équitable des bénéfices pour créer une croissance durable. C'est ainsi que l'argument de la domination néocoloniale, soutenu par Traoré, semble désormais plus pertinent que jamais. L'un des moments charnières de la lutte pour la souveraineté du Burkina Faso est survenu lorsqu'Ibrahim Traoré a pris la parole devant l'Assemblée générale des Nations unies, exposant la situation du pays. Ce discours a agi comme un point de basculement, attirant l'attention internationale sur l'injustice économique qui se déroulait en Afrique de l'Ouest. Dans un contexte où de nombreux pays africains étaient considérés comme des sources de ressources à exploiter, Traoré a retourné cette perspective. Nous ne sommes pas pauvres, a-t-il déclaré. Nous avons été volés. Ce n'était pas simplement un appel à l'aide, mais une déclaration de guerre contre un système qui avait permis à des puissances étrangères d'exploiter les ressources naturelles du Burkina Faso pendant des décennies. Ce discours a bouleversé l'ordre mondial et a mis en lumière l'ampleur de l'injustice historique.
Le Burkina Faso, petit pays sans accès à la mer, semblait être un pion dans un jeu économique mondial dominé par les grandes puissances. Mais, grâce à la vision et à la détermination de Traoré, le pays a commencé à inverser la situation. Ce fut un moment de grande révélation, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique. La décision d'Ibrahim Traoré de lutter contre l'exploitation minière étrangère et de revendiquer la souveraineté sur les ressources naturelles du Burkina Faso a eu des conséquences immédiates à la fois pour le pays et pour la communauté internationale. À l'intérieur du pays, la mobilisation populaire a atteint des niveaux sans précédent. Les manifestations ont éclaté dans les rues de Ouagadougou et dans d'autres villes, alors que la population soutenait massivement le gouvernement de Traoré. Les syndicats, les organisations de la société civile et même des leaders religieux se sont unis pour exprimer leur solidarité avec la lutte pour la justice. Ce soutien interne a joué un rôle crucial dans la stabilité du gouvernement face à des pressions externes considérables. À l'international, la communauté mondiale a commencé à se diviser. D'un côté, plusieurs pays africains ont exprimé leur soutien à Traoré, voyant dans cette résistance un modèle de réaffirmation de la souveraineté des nations africaines face aux anciennes puissances coloniales. L'Union africaine, en particulier, a salué cette initiative et a appelé à une coopération accrue entre les pays du continent pour lutter contre l'exploitation néocoloniale. Cependant, les puissances occidentales, notamment la France et les États-Unis, ont intensifié leurs pressions économiques et diplomatiques sur le Burkina Faso. Les entreprises minières, qui contrôlaient une grande partie de l'industrie, ont menacé de suspendre leurs investissements, ce qui a provoqué des tensions dans les relations internationales du pays. Les sanctions économiques, bien qu'ayant un impact sur l'économie burkinabé, n'ont pas eu l'effet escompté. Le Burkina Faso a cherché à diversifier ses sources de revenus, et des efforts ont été faits pour développer des secteurs comme l'agriculture durable et les énergies renouvelables. Bien que le pays ait subi un choc économique, au début, la résilience du peuple et les réformes internes ont permis d'atténuer les effets des sanctions. Le secteur minier, qui avait été la principale source de revenus du pays, a connu une chute, mais des efforts pour réorienter l'économie ont montré des signes de succès à long terme. Les répercussions ont également été visibles dans les marchés financiers internationaux, où les entreprises minières ont vu leurs actions chuter en raison de l'incertitude qui régnait sur la situation au Burkina Faso. Mais l'impact le plus profond a été sur le moral du peuple burkinabé. Pour la première fois depuis des décennies, le pays a commencé à se libérer de l'emprise des multinationales et à prendre son destin en main. Le discours de Traoré, combiné à ses actions concrètes, a ravivé l'espoir d'un avenir plus juste, où les ressources du pays profiteraient d'abord à ses habitants, et non aux puissances étrangères. À court terme, la décision de suspendre les contrats miniers a mis le Burkina Faso dans une situation économique délicate, mais elle a aussi ouvert la voie à de nouveaux scénarios pour l'avenir du pays. Le premier scénario, le plus optimiste, envisage un renouveau économique rapide. Si le Burkina Faso parvient à attirer de nouveaux investissements, mais cette fois-ci dans des projets durables tels que l'agriculture, les infrastructures et les énergies renouvelables, l'économie pourrait rebondir. Le soutien croissant des pays africains, qui voient dans cette révolte un exemple à suivre, offrirait au pays une opportunité de créer des partenariats plus équitables et avec d'autres nations du continent. L'infrastructure minière pourrait se réorienter vers un modèle plus responsable, où les bénéfices seraient mieux répartis entre les acteurs locaux et les investisseurs étrangers. Ce scénario implique également un renforcement des politiques de diversification économique, qui permettrait au Burkina Faso de ne plus dépendre exclusivement des ressources naturelles. En outre, la coopération régionale dans l'exploitation des ressources serait essentielle pour éviter de tomber à nouveau dans le piège des relations inégales avec les puissances mondiales. Un scénario plus réaliste, mais également plus incertain, pourrait voir le pays traverser une période de turbulence économique. Les sanctions internationales et les pressions diplomatiques risquent de créer une instabilité à court terme. Les entreprises locales, bien que soutenues par le gouvernement, pourraient avoir du mal à remplacer rapidement les multinationales qui ont quitté le pays. Les, sec- les secteurs économiques encore dépendants des investissements étrangers, comme les mines et les infrastructures, pourraient souffrir d'un manque de capitaux et d'expertise. Néanmoins, ce scénario offre aussi des opportunités pour que le Burkina Faso développe une économie plus inclusive et moins dépendante des ressources naturelles. La transition serait difficile, mais elle permettrait au pays de construire des bases plus solides pour l'avenir.
Le scénario le plus sombre envisage une période d'isolement économique prolongée. Si le Burkina Faso se retrouve totalement coupé de ses principaux partenaires commerciaux et des flux d'investissements étrangers, cela pourrait entraîner une récession sévère. L'absence de nouvelles sources de revenus et le manque d'infrastructures appropriées pourraient ralentir considérablement le développement du pays. Cette situation risquerait de créer des tensions internes, avec des hausses du chômage et des conflits sociaux croissants. Si l'économie se détériorait trop rapidement, la stabilité du gouvernement de Traoré pourrait être menacée et des pressions internes pour revenir à des accords plus favorables aux investisseurs étrangers pourraient émerger. Ce scénario marquerait un retour à un modèle d'exploitation qui, bien que précaire, pourrait sembler comme une solution à court terme face à la crise. La lutte pour la souveraineté du Burkina Faso n'est pas simplement une question de ressources ou de politique, elle touche à l'essence même de la dignité humaine. Ce combat résonne bien au-delà des frontières du pays, il incarne une question universelle. Comment un peuple peut-il se libérer de la domination économique et reprendre le contrôle de son propre destin? Le cas du Burkina Faso montre clairement que, même face à des géants économiques, une nation déterminée, portée par l'unité de son peuple, peut changer le cours de son histoire. À travers le monde, les citoyens des pays en développement observent attentivement cette révolution burkinabé. Beaucoup se demandent si leur propre nation pourrait un jour suivre le même chemin, se libérer des chaînes imposées par des accords inéquitables et bâtir un avenir fondé sur l'autodétermination et la justice. Cette lutte devient ainsi un modèle pour d'autres pays africains et au-delà qui sont confrontés à des situations similaires où les ressources naturelles sont exploitées sans retour pour les populations locales. Ibrahim Traoré, en se dressant contre les multinationales et les anciennes puissances coloniales, n'a pas seulement défendu son pays, mais il a offert une vision d'espoir pour tous ceux qui croient que la dignité humaine et la souveraineté peuvent l'emporter sur l'exploitation. L'histoire du Burkina Faso, marquée par ce combat pour la justice, résonne profondément auprès des générations futures, leur offrant l'espoir que la résistance est possible et que, lorsque les peuples se lèvent ensemble, ils peuvent renverser les injustices les plus enracinées. Le chemin vers une véritable souveraineté économique pour le Burkina Faso ne sera pas facile, mais il existe des étapes claires et concrètes pour y parvenir. La première étape consiste à renforcer les réformes internes et à développer une économie plus diversifiée. Le gouvernement de Traoré a déjà amorcé ce processus en investissant dans l'agriculture durable, les énergies renouvelables et l'infrastructure locale. Ces secteurs devraient jouer un rôle clé dans la création d'emplois durables et dans la réduction de la dépendance du pays aux ressources naturelles exploitées par des entreprises étrangères. La deuxième étape importante est de créer un environnement favorable pour attirer des investissements internationaux, mais cette fois-ci dans des projets qui respectent les normes sociales et environnementales locales. Le Burkina Faso pourrait ainsi mettre en place des partenariats économiques plus équilibrés avec des pays et des entreprises soucieuses du développement durable. Cela permettrait non seulement d'attirer de nouveaux capitaux, mais aussi de garantir que ces investissements bénéficient réellement à la population locale et qu'ils contribuent à la création de richesses au niveau national. Enfin, le pays devra renforcer sa coopération régionale avec d'autres nations africaines afin de créer une alliance plus forte pour la gestion collective des ressources naturelles. L'Afrique a tout intérêt à travailler ensemble pour s'assurer que les ressources du continent profitent d'abord aux Africains et non aux puissances étrangères. En suivant cette voie, le Burkina Faso pourra non seulement se redresser économiquement, mais aussi servir de modèle pour d'autres pays africains confrontés à des défis similaires. Le combat pour la souveraineté du Burkina Faso, mené par Ibrahim Traoré, n'est pas seulement un chapitre de l'histoire de ce pays, mais une leçon pour le monde entier. C'est un rappel que, malgré les obstacles, les peuples peuvent se relever et écrire leur propre avenir. À travers ce combat, le peuple burkinabé a retrouvé sa dignité et son pouvoir, et a montré au monde entier qu'il est possible de renverser un système d'exploitation injuste. Ce moment de renaissance a ravivé l'espoir non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique. Il a prouvé que la souveraineté économique, la justice et l'égalité ne sont pas des utopies, mais des objectifs réalisables lorsque les gens unissent leurs forces pour défendre ce qui leur revient de droit. Le nom d'Ibrahim Traoré restera à jamais gravé dans l'histoire du pays, un symbole de résistance, de courage et de l'aspiration à un avenir meilleur. Le Burkina Faso, autrefois perçu comme un pays en marge, est désormais une lumière d'espoir pour les nations du monde entier.
Ce mouvement ne se limite pas à une seule nation, mais représente un mouvement global pour la justice et la dignité humaine. Le combat du Burkina Faso incarne la puissance de l'unité, du courage et de la détermination face à l'injustice. Le Burkina Faso, à travers la détermination de son peuple et la vision claire d'Ibrahim Traoré, a tracé une voie vers un avenir plus juste et souverain. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un pays qui se libère de l'exploitation économique, mais celle d'un mouvement mondial pour la justice et l'autodétermination. Alors que le Burkina Faso continue de défendre ses ressources et sa souveraineté, il offre un exemple puissant de ce qui peut être accompli lorsqu'un peuple se lève pour revendiquer son droit. Cette lutte ne s'arrête pas là. Le chemin du Burkina Faso peut inspirer d'autres nations à suivre cette voie de résistance. C'est une invitation à chaque individu, à chaque communauté, à prendre conscience de l'importance de la justice économique et à soutenir les mouvements qui luttent pour un avenir plus équitable. Que vous soyez en Afrique ou ailleurs, le moment est venu de réfléchir à l'impact de votre engagement et de partager cette histoire pour encourager un monde plus juste. Partagez cette histoire, faites entendre votre voix et rejoignez le mouvement pour un avenir de dignité et de souveraineté. Le changement commence avec nous tous.